HPI, surdoués, haut potentiel, zèbres, quel que soit leur nom, ces enfants nous fascinent par leur précocité. Mais faut-il adapter leur scolarité? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Nelly Dussos, vous êtes directrice de l'école Gusdorf. Bonjour. Bonjour. Vincent Comis, vous êtes père d'un enfant à très haut potentiel, en classe préparatoire aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Simone Huon, vous êtes chargée de mission enfant élève à haut potentiel de l'Académie de Paris. Bonjour. Bonjour. Et Emma Ferrand, du Figaro étudiant. Bonjour Emma. Bonjour Sophie. Alors, d'abord Emma, vous allez nous expliquer qu'est-ce qu'un HPI, au-delà évidemment de la série télévisée à grand succès. Exactement, ce sont des lettres dont on entend de plus en plus parler, HPI, pour haut potentiel intellectuel. Les personnes dites HPI ont des capacités intellectuelles supérieures à la moyenne. On entend aussi souvent parler du terme de surdoué. Les professionnels estiment que l'identification d'un haut potentiel intellectuel s'étudie en fonction du quotient intellectuel, le QI. Les personnes qui ont donc un QI supérieur à 130 sont considérées comme HPI. À noter que les 2/3 de la population ont un QI compris entre 85 et 115. Le test le plus répandu pour évaluer le quotient intellectuel est celui de Wechsler, connu aussi sous l'acronyme WISC, qui se décline sous 3 formes différentes en fonction de l'âge. À noter que d'après ces tests, on peut identifier un potentiel intellectuel chez un enfant dès l'âge de 2 ans. Combien de personnes sont concernées par la surdouance, comme on dit ? Eh bien, justement, là, c'est difficile d'avoir des chiffres clairs sur le nombre de personnes concernées. Selon plusieurs études et selon l'AFEP, l'Association française pour les enfants à haut potentiel, on considère que 2,3% de la population française est à haut potentiel intellectuel, ce qui correspond à un peu plus d'1,5 million de Français. Mais en réalité, le seuil de 130 de QI ne serait pas suffisant pour déterminer justement s'il y a un HPI. Ainsi, par exemple, au Canada, on considère que les profils qui ont un supérieur à 120 sont HPI, ce qui fait qu'en France, ce ne serait pas donc 2,3% de personnes qui seraient concernées, mais 6,7%. Et puis, n'évaluer que le QI, ça a aussi des limites pour savoir si une personne est HPI, puisque les tests ne prennent pas tout en compte. Ça prend en compte la mémoire, la fluidité de raisonnement, la vitesse de traitement ou encore la compréhension verbale, mais ça ne prend pas en compte certaines qualités comme la créativité, la musique ou bien les compétences relationnelles qui peuvent être caractéristiques de certains profils de HPI. Vincent Comis, vous avez un fils de 14 ans, qui a 14 ans a eu son bac au lycée Hoche de Versailles. Oui. Vous l'avez fait tester ? Oui, il avait 7 ans quand il a fait le test. Et qu'est-ce qui vous a poussé à le faire tester ? En fait, c'est mon épouse, puisqu'elle avait vu qu'il avait une vitesse de compréhension qui était phénoménale. Donc, de ce fait, on a fait le nécessaire. Il arrivait en fait à mémoriser les morceaux de musique par exemple, il y avait un CD qui passait dans certains ordres. Il arrivait de façon aléatoire à retrouver les numéros, ce genre de choses. Il faisait des associations. Et il avait 2 ans. Bon, de ce fait, il a su parler tôt ou pas ? Oui, très très tôt. À quel âge ? Dans les 2 ans à peu près aussi. Voilà. D'accord. Après, il y a beaucoup d'enfants qui parlent, qui oui. parlent tôt, qui ne oui. sont pas forcément tous surdoués. Mais en tout cas, vous l'avez fait tester. Il avait un test un QI de combien ? Emma a parlé de 130 pour être diagnostiqué au potentiel. Exactement. Alors, il a eu un très bon score, à plus de 140, que je ne dévoilerai pas. Mais on se doute que derrière, comme il a eu le bac avec 3 ans d'avance, il a un QI assez élevé. Après, quelle image on peut donner de ce QI, puisque ce QI c'est un chiffre. Moi, je prendrais comme image, en fait, pour l'école, c'est un petit peu un Formule 1 avec son pilote qu'on met sur une route classique, mais qui a des limitations de vitesse. Donc, que fait-on ? Et ça vous a aidé d'apprendre son QI ça a été un soulagement ? Comment vous avez réagi ? Oui, puisque de ce fait, à l'école, on a réussi à avoir des adaptations. C'est-à-dire ? On a réussi à voir, parce qu'il n'était pas bien à l'école dès le primaire, comme beaucoup je suppose, d'enfants
haut potentiel. Et on a réussi à... on avait très peu de levier à ce niveau-là. La meilleure adaptation, c'était ce qu'ils avaient essayé de décloisonner, en fait, c'était de le mettre dans une classe supérieure. Ça s'était bien passé. Et on a vu ça tous ensemble. Et la meilleure solution, c'était de lui faire sauter une classe. Donc, vu son potentiel, à notre grande surprise, il nous a été permis de lui faire sauter 2 classes. Donc, on a gagné. C'était difficile puisqu'il était un petit peu en décalage par rapport à son âge, mais il a su gérer. Et de ce fait, il ne s'est plus ennuyé à l'école. Simone Huon, vous êtes chargée des hauts potentiels dans l'Académie de Paris. C'est étonnant de voir qu'aujourd'hui, dans un lycée public, finalement, il est possible de passer son bac à 14 ans. Ce n'était pas le cas avant. Enfin, il n'y avait pas des possibilités comme ça de saut de classe. Il y a vraiment eu une prise de conscience. Déjà, qu'il y ait quelqu'un comme vous qui est chargé des hauts potentiels dans l'Académie de Paris, c'est assez étonnant. Alors c'est sûr qu'on est dans une politique d'école inclusive. Donc à ce titre, les hauts potentiels sont des élèves à besoins éducatifs particuliers, comme d'autres profils atypiques, et on se doit de répondre à leurs besoins. Et c'est vrai qu'on peut penser qu'on va faire des efforts pour des enfants qui ont des problèmes d'autisme, pour des enfants sourds, aveugles, enfin, qui ont des problèmes handicapés, mais pas pour des enfants qui sont plus doués que les autres. Leur douance fait qu'ils sont en gros décalage par rapport à la norme. Comme vous disiez tout à l'heure, 2/3 se retrouvent dans la norme. Le système a été fait quand même pour une majorité de personnes, donc pour cette norme. Et même s'ils sont avec ce côté en plus, et donc normalement avec quand même une chance et des facilités, ils sont en grand décalage par rapport à ce pourquoi a été fait le système à la base. C'est-à-dire, qu'est-ce que ce grand décalage ? Or certains, je vais donner des généralités qui ne correspondent pas à tous, hein. Certains vont avoir un décalage de rythme, ils vont avoir envie de manière naturelle d'aller beaucoup plus vite. Certains vont avoir un décalage au niveau de la complexité cognitive, ils vont avoir envie, une appétence, et c'est leur mode de fonctionnement naturel, d'aller vers quelque chose de plus compliqué. Donc c'est difficile finalement d'être dans une classe, d'interagir avec des camarades. Ça peut être difficile, pas pour tous, mais ce décalage donc, de centre d'intérêt, de manière de fonctionner, de manière d'appréhender les informations, peut en effet petit à petit créer ce décalage. Nelly Dussos, vous êtes directrice de l'école Gusdorf à Paris et vous accueillez des enfants à haut potentiel. Est-ce que vous faites passer aux enfants ce type de test ? Alors nous ne faisons pas passer de test de QI à l'école. Ce qui pourrait d'ailleurs nous être reproché, puisqu'on pourrait fabriquer de faux QI pour remplir l'école. Nous, on a effectivement parfois conseillé à des parents certains psychologues, mais on a toujours une liste assez importante. Et il y a de grandes associations, comme l'AMPEP et la FEP, qui peuvent recommander des psychologues qui sont habilités à passer ces tests. Voilà. Et qu'est-ce qui amène les parents à inscrire leurs enfants dans une école spécialisée, alors que finalement, du fait de l'école inclusive, on peut finalement intégrer une école publique ou privée sous contrat ? Alors il y a plusieurs raisons. Il peut y avoir le choix au départ d'une école alternative, c'est-à-dire des parents qui font la démarche de trouver une école dans laquelle il y aura un suivi plus individualisé, avec de plus petits effectifs, avec un projet pédagogique différent justement de celui de l'éducation nationale. Ça peut être un choix éducatif de la part des parents. D'autres raisons, et c'est malheureusement la raison qui amène le plus souvent les parents à se tourner vers nous, c'est la souffrance de leur enfant. Alors la souffrance, elle naît, en tout cas c'est on va dire le cas le plus répandu de l'ennui, parce qu'un élève à haut potentiel peut se retrouver en classe à s'ennuyer toute une journée, et ça c'est assez abominable parce que ça peut atteindre son moral, ça peut atteindre sa joie de vivre, ça peut atteindre bien sûr son envie d'aller à l'école, et il y a quand même quelques années d'école dans une scolarité. Voilà, donc c'est vrai que c'est mieux si l'enfant se sent bien. Il y a aussi des parents qui se tournent vers nous parce qu'ils voient que les résultats scolaires de leur enfant chutent, qu'il se détourne de l'école, qu'il va investir par exemple les relations sociales à l'école, mais plus du tout le travail, donc ça aussi ça fait partie des préoccupations des parents. Forcément. Voilà, donc il y a différentes raisons, mais la raison principale est souvent l'ennui. Emma, vous allez nous parler d'un phénomène qui est quand même assez fréquent, c'est le fait de vouloir sauter de classe, faire sauter de classe à des enfants surdoués. Est-ce que c'est possible d'abord ? Est-ce que c'est toujours une bonne idée ?
C'est possible. Déjà, commençons par là. Et on ne parle pas là de faire sauter une ou deux classes, mais bien parfois, dans certains cas, d'en faire sauter davantage et donc d'avoir son bac très très jeune. Rien qu'en 2023, par exemple, le plus jeune bachelier était Adam et il était âgé de 12 ans quand il a reçu son diplôme. Vous le disiez, les enfants au potentiel intellectuel peuvent très très vite s'ennuyer en classe. C'est donc difficile pour eux de rentrer dans les cases du programme scolaire parce que souvent, ils maîtrisent déjà certaines notions comme la lecture, l'écriture ou bien les mathématiques. Alors du coup, est-ce que c'est une bonne idée de faire sauter des classes à des enfants ? Eh bien, ça dépend. Chaque enfant est différent et donc chaque enfant HPI l'est aussi. Il y a donc des enfants qui n'ont pas besoin de sauter autant de classes. Parfois, une seule peut suffire. Et puis, il y a aussi des enfants qui ça peut paraître étonnant, mais qui peuvent aussi avoir quelques retards aussi. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une intelligence qui est différente. Donc, le plus important pour savoir si l'on peut faire sauter une classe à son enfant, dans un premier temps, c'est de faire appel à un psychologue de l'éducation nationale pour savoir si l'enfant déjà est prêt justement à sauter des classes. Et puis la communauté pédagogique avec le directeur, les parents, les enseignants et des référents académiques d'élèves à haut potentiel doivent en discuter ensemble également, c'est important. Parce qu'un enfant de 11 ans qui serait en classe de 3e, eh bien forcément, il est moins mature et puis il peut subir aussi du coup des moqueries de ses camarades. Alors en général, il saute d'une classe, plusieurs classes d'un seul coup ou progressivement? Comment ça se passe concrètement? Eh bien, pour éviter que le changement ne soit trop brutal, l'éducation nationale en général fait les choses progressivement. Souvent, ils font sauter, l'éducation nationale fait sauter une classe entre chaque cycle. Donc par exemple, ça peut être entre la grande section et le CP, ou bien entre le CM2 et la 6e, ou entre la 3e et la seconde. C'est pas une généralité, mais en règle générale, ça se fait comme ça. Et puis, en général, on parle d'un ou deux sauts de classe. 3 sauts de classe, c'est quand même assez rare. C'est pourquoi certains parents aussi font le choix justement d'intégrer leurs élèves dans des infrastructures spécialisées, comme votre école, par exemple l'école Gusdorf, où il y a justement beaucoup, voire que des élèves précoces. Et donc, c'est une pédagogie qui est sur mesure, vous l'expliquiez tout à l'heure, et avec des effectifs très petits dans les classes. Mais il y a aussi la possibilité pour un enfant de suivre sa scolarité à l'école publique, comme on le disait, avec des parcours adaptés. À Paris, par exemple, il y a le collège Georges Brassens dans le 19e arrondissement, et il y a aussi le collège Janson de Sailly dans le 16e arrondissement, qui dispose d'un dispositif spécial avec, par exemple, des activités pendant que les camarades sont en récréation. Vincent Comuves, votre fils a passé son bac à 14 ans. Comment ça s'est passé? Quelle classe a-t-il sauté? Alors, il a sauté, si j'ai bonne mémoire, il a rentré directement en CM2, donc il n'a pas fait le C1, le CE2. Et après, il a sauté la classe de 4e. Alors, pourquoi? Parce qu'on était de nouveau confrontés à l'ennui et à la souffrance qui est liée. Est-ce qu'il avait des problèmes sociaux avec ses camarades? Est-ce qu'il a souffert justement du fait d'être en avance pour se faire des amis? Parce que, comme disait Emma, être à 11 ans en 3e, c'est pas facile en fait. Hein. Au-delà du niveau scolaire, il y a tout l'aspect sociable, d'aller à des soirées. On dit plus boum, évidemment, aujourd'hui. Hein, mais voilà, ça arrive. Il l'a subi, on va dire, au collège, mais plus au lycée. Ah oui, d'accord. Voilà. Au collège, quand il allait à des anniversaires, des choses comme ça. Justement, souvent, il n'était pas invité. Ah voilà, c'est ça. mais ça n'a pas été le cas après. Tout s'est débloqué. Et les professeurs, comment ils ont vécu le fait d'avoir un enfant si jeune? Est-ce qu'il a été bien accepté? Ça dépendait des professeurs, au collège. D'accord. Pareil, encore une fois, au lycée, ça s'est pas vu. Alors pourquoi? Parce qu'au lycée, la différence en fait par rapport au collège, c'est qu'il a eu la chance de pouvoir rentrer au lycée Hoche de Versailles, qui est un lycée d'excellence. De ce fait, c'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure avec la Ferrari, la Formule 1, pas de marque de voiture. Comme il y a d'autres Formule 1 qui ont l'habitude d'avoir des enfants qui ont plusieurs années d'avance, pour eux, c'est quelque chose qu'ils savent gérer. Ouais. C'est justement, la question se pose, Simone Huon, est-ce qu'il vaut mieux être dans une école classique, normale, disons, avec d'autres enfants qui sont tout à fait normaux, ou bien choisir vraiment une école un petit peu très élitiste, comme le lycée Hoche, par exemple, Visé, Henri IV, Stanislas, enfin, et finalement être entre soi? Alors, il n'y a pas de recette de fait à appliquer. Ça va vraiment être une concertation, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, hein, une concertation entre tous les partenaires, l'enfant y compris, et réfléchir à quel est le meilleur projet
dans lequel on pourrait se projeter pour cet enfant-là précisément. Et le projet de la famille est à entendre également. Toutes les familles ne souhaitent pas spécialement un lycée d'excellence, toutes les familles ne souhaitent pas spécialement une école à pédagogie alternative. Donc on va vraiment tout prendre en compte. Et puis on va aussi vérifier le profil de l'enfant. Est-ce que c'est un enfant qui a envie de rester avec ses copains ? S'il a envie de rester avec ses copains, c'est compliqué de lui dire on va te changer de quartier, de lycée. Donc on va vraiment prendre tous les éléments, essayer de peser le pour et le contre. On n'a pas de boule de cristal, mais on va essayer de faire au mieux. Oui, c'est pas facile de... Vous, votre fils, il n'avait pas du mal, justement, à quitter ses copains pour sauter une classe ? Non. Il n'avait pas d'amis ? Pas au collège. C'est pas qu'il n'avait pas d'amis. C'est que, en fait, comment dirais-je, il n'a pas eu ces problèmes-là au lycée puisqu'il était dans un haut niveau. Donc, avec des gens avec qui il pouvait discuter. En fait, il faut trouver des gens avec qui, du même niveau, finalement. Oui, ou en fait, comment dirais-je, il va pouvoir leur parler ils ont les mêmes préoccupations en soi. Donc, l'exemple, par exemple, c'est que mon fils a rejoint le club informatique, il était dans son élément, il adore l'informatique. Bon, ben, du coup, il s'est fait des copains, vous voyez. Oui, c'était pas possible au collège, il n'y avait pas de club. Nelly Dussos, est-ce que dans votre école, il y a des élèves qui sautent à l'école Gusdorf, beaucoup de classes comme ça, qui ont, je ne sais pas si vous menez les élèves jusqu'à quel niveau ? Jusqu'au bac. Jusqu'au bac. Et est-ce qu'il vous arrive d'avoir des élèves comme ça qui ont 14 ans en terminale ? On accueille parfois des élèves qui arrivent, qui ont déjà quelques années d'avance par rapport au cursus classique. Oui. Et il y en a auxquels on peut proposer un passage anticipé. Il y en a qui peuvent nous solliciter pour un passage anticipé. Donc on a... on va dire en proportion sur une classe, on a en général une petite moitié qui peut avoir 1 ou 2 ans d'avance. 3 ans d'avance, c'est beaucoup plus rare. 4 ans, on a eu aussi, mais c'est encore plus rare. C'est vrai que sur le plan social, c'est pas vraiment évident. Il y a des âges, en fait, où ça devient un petit peu plus compliqué. Il y a des bascules dans l'adolescence, par exemple. Bon, c'est évident qu'entre un enfant de 11 ans et un enfant de 15 ans, il y a une différence vraiment importante dans la relation sociale, dans ce qu'on appelle les habiletés sociales. Pour autant, effectivement, quand ils trouvent des interlocuteurs potentiels du même niveau, dans finalement, leur domaine privilégié, enfin en tout cas d'intérêt privilégié, ça fluidifie beaucoup les choses et ils peuvent être satisfaits de la relation sociale. Donc voilà, c'est pas une fin en soi. Effectivement, là aussi, on étudie le projet de l'enfant, de la famille, ses envies. Il y a des élèves qui ont d'excellents résultats, mais qui veulent rester avec leurs amis dans leur classe. On touche à rien. Il y en a d'autres qui disent, finalement, ce qui importe plus pour moi, c'est d'aller un peu plus vite et surtout d'arrêter de m'ennuyer, même si j'ai mes copains, je pourrais continuer à les voir. Donc c'est au cas par cas. C'est pas une obligation et c'est pas un interdit. Moi, j'avais vu aussi qu'il n'est pas évident d'avoir son bac aussi jeune en termes d'orientation scolaire. Parce que, d'accord, avoir son bac à 14 ans, et alors qu'est-ce qui se passe après ? Vous vous êtes posé la question, vous ? Oui, parce que... Parce que aller à la fac de médecine, par exemple, à 14 ans, est-ce que c'est possible ? Et il y a aussi autre chose, c'est qu'en fait, ils n'ont pas de points parce qu'ils ont 3 ans d'avance. D'accord. Et par exemple, sur Parcoursup, comment ça se passe ? C'est beaucoup plus difficile d'avoir les écoles qu'on convoite parce que c'est sur dossier. Donc on va imaginer que quelqu'un qui a 3 ans d'avance va avoir plus de mal en français et en anglais, puisque ça demande effectivement plus de maturité. Mais malheureusement, les dossiers, vous voyez ce que je veux dire, c'est Parcoursup, donc c'est les notes qui comptent. Oui, parce que nous, au Figaro étudiants, Emma, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a beaucoup de cas d'élèves de 14-15 ans qui, en terminale, n'obtiennent rien, qui visent des grandes prépas parisiennes, je ne vais pas les citer, enfin, si je vais les citer, Henri IV, Louis le Grand, etc., et qui se retrouvent le bec dans l'eau, parce que, tout simplement, ils sont beaucoup plus jeunes et ils n'ont pas des notes extraordinaires, parce que souvent, ils sont très bons en maths et en physique, mais en français et en anglais, ils ont des retards, et ils passent après les autres. Et le fait d'avoir comme ça des années d'avance n'est absolument pas pris en compte. C'est pas pris en compte. Et après, avec mon épouse et mon fils, puisqu'il était aux portes ouvertes, on a privilégié aussi une classe préparatoire où ils étaient bienveillants. Et il est dans quelle classe préparatoire ? Il est à Versailles, à Jules Ferry. Donc c'est une excellente classe préparatoire. Par contre, c'est pas forcément la meilleure de France. Mais je dirais que on s'est dit... Vous vouliez le préserver en quelque sorte. Exactement. Donc, aux portes ouvertes, il y a des choses que vous allez voir. Vous allez rencontrer des professeurs, vous allez vous dire, vous allez pouvoir voir, en fait, vous allez pouvoir déjà avoir un aperçu, en discutant avec les élèves et les professeurs, en fait, de leur bienveillance. C'est capital.
Simone Huon, il y a toujours l'idée, je reprends l'image de la Formule 1, que la Formule 1, ça va très vite, mais c'est aussi fragile. Hein, et parfois, ils peuvent se briser en plein vol, ces enfants trop doués, ou surdoués, ou on les appelle parfois les zèbres. Oui, tout à fait. Ils sont en adaptation et en suradaptation constante. Depuis le jour où ils mettent les pieds dans le système scolaire, à partir du moment... comme ils représentent quelque part une rareté finalement de profil parmi les autres, dès qu'ils rentrent dans ce milieu scolaire, ils quittent le cocon familial dans lequel on les a fait grandir avec des personnes qui leur ressemblaient quelque part, ils sont en adaptation et en suradaptation. Donc au bout d'un moment, ils peuvent saturer. Ils peuvent exploser en plein vol, en fait. Il y a un âge où, justement, il y a des âges qui sont plus compliqués que d'autres. Donc il y a déjà toute la partie relationnelle, mais celle-là, on est quand même plutôt bien fait en tant qu'être humain, on est quand même fait pour être des êtres sociaux, donc on arrive plus ou moins à s'adapter, sauf qu'au bout d'un moment, certains autres pans de l'environnement vont arriver à saturation. Donc typiquement, lorsque la partie intellectuelle et cognitive arrive à saturation pour diverses raisons, soit par exemple, quand vous me parliez d'âge, on repère un palier vers la classe de 4e, qui est souvent un palier avec une grande marche à monter, parce que là, tous ceux qui ont eu l'habitude de surfer sur leur facilité pour accéder aux apprentissages et aux activités, lorsqu'ils arrivent à 4e et que le niveau cognitif se complexifie au niveau des programmes, que le rythme se complexifie aussi, ceux qui n'auront pas appris à être méthodologiques, ceux qui n'auront pas appris à apprendre, se retrouvent avec une marche d'un coup plus haute à monter. Et au niveau de l'estime de soi, ça peut faire mal. Nelly Dussos, vous avez ces enfants en difficulté qui vous arrivent un petit peu cassés, brisés, qui ont un super potentiel, mais finalement qui sont un peu décevants aussi. Alors, ils ne sont jamais décevants, jamais. Ils peuvent effectivement arriver en difficulté scolaire, ça oui, et ils peuvent se trouver en situation de... Alors en fait, il y a le test de QI et le résultat, ce fameux résultat de 130 qu'on obtient, c'est vrai que c'est un petit pan de la question. Mais il y a beaucoup d'élèves en fait qui ont des QI dits hétérogènes avec des résultats qui ne permettent pas de calculer un QI total. Dans ces cas-là, on va quand même considérer qu'ils sont C'est-à-dire qu'ils ont par exemple 130 ou 140 en verbal et puis 90 en logico-mathématiques par exemple. En vitesse de traitement. Ou en vitesse de traitement. Voilà, ou en mémoire de Alors travail. qu'est-ce qu'on fait? C'est beaucoup d'enfants, hein. C'est très fréquent finalement. C'est très fréquent l'hétérogénéité et en fait ce sont des enfants qui vont se retrouver souvent en saturation cognitive parce qu'ils doivent s'adapter justement entre ces différents paliers dans différents domaines et notamment quand ils se retrouvent en situation d'exécution. Et à l'école, on exécute beaucoup. On a une consigne, il faut répondre à la consigne avec un mode d'emploi donné. Le fameux palier de la classe de 4e, il est essentiel parce qu'en fait, on va rentrer dans le paragraphe argumenté, en 3e dans le texte argumentatif, en 2e dans la dissertation. Et effectivement, là, sans méthode, c'est beaucoup plus difficile de s'en sortir. Souvent, c'est vrai que ce sont des enfants, par exemple, qui lisent énormément, qui lisent beaucoup, et puis au moment d'agir, c'est-à-dire de remplir une copie, de faire une rédaction, là, on s'aperçoit que finalement, c'est pas à la hauteur de ce qu'on aurait pu imaginer. Alors, pas tous, mais c'est vrai que ceux qui ont ce décalage entre la compréhension et l'exécution, au moment de produire, notamment à l'écrit, il peut y avoir une difficulté effectivement à faire passer la richesse de leurs idées dans l'entonnoir académique et dans l'entonnoir de la mémoire de travail pour produire un résultat qui soit conforme aux attentes. Et c'est vrai qu'il faut beaucoup faire la différence entre les attentes académiques, et les règles du jeu, elles sont très claires, et il faut les y entraîner parce que sinon, ils n'auront pas le bac, et il faut qu'ils puissent obtenir le bac. Et puis, apprendre à penser de façon linéaire, c'est pas idiot, hein, ça apprend aussi à faire une valise, à hiérarchiser des tâches, enfin, c'est vraiment utile aussi dans la vie, il n'y a pas qu'à l'école que c'est utile, mais le fait est qu'on peut aussi restituer de façon créative, là, on ne s'appuiera pas du tout forcément sur les mêmes fonctionnalités, et là, ils n'auront pas de difficultés. Donc c'est pour ça que le moule scolaire, le système scolaire ne convient pas toujours. Mais il y en a qui s'y épanouissent parfaitement, et d'ailleurs qu'on ne va même pas remarquer ni identifier parce qu'ils ne vont pas faire la démarche. Ils sont les premiers de la classe, ils sont très bons, très, très en avance. Oui, ou ils peuvent éventuellement avoir un niveau raisonnable, on va dire, mais qui ne les empêchera pas de passer à la classe supérieure, et surtout qui ne va pas les fragiliser sur le plan de la confiance en soi et de l'estime de soi. Donc voilà, parce que l'important, on les dit aussi c'est hypersensibles, hein. Souvent on dit les hypersensibles, sensibilité à fleur de peau. Est-ce que c'est ça? Vous voyez ça aussi? Alors, on en est un petit peu revenu de ça. Il y a beaucoup de psychologues aujourd'hui qui s'insurgent contre ça en disant qu'on confond hypersensibilité et précocité. Nous, Figaro étudiants, ce sont les 2 articles qui font le plus d'audience, n'est-ce pas? Voilà.
Voilà. Hypersensible et surdoué. Mais c'est vrai que certains vont sur le plan de l'émotivité. Émotivité, sensibilité, ce sont encore deux choses différentes. On va dire qu'ils vont avoir une expressivité sur le plan émotif un petit peu plus importante. Et d'ailleurs, c'est parfois ce qui s'oppose au saut de classe, parce qu'on va dire il ne peut pas sauter une classe parce qu'il est immature. Souvent, ce n'est pas une question d'immaturité, c'est la question de gérer ses émotions et la façon dont elles vont s'exprimer. En France et dans la société occidentale, on va dire un peu plus nordique, si on exprime ses émotions un peu trop fortement, c'est qu'on est immature. Ouais. Voilà, est-ce qu'il y a pas, je pose la question à Simone Huon, est-ce qu'il y a aussi pas un peu d'abus de langage? Si mon enfant a des problèmes, c'est forcément qu'il est HPI, qu'il est surdoué, qu'il est... Est-ce qu'il y a... on a tendance un peu à médicaliser tout, j'ai l'impression. On peut mettre beaucoup de choses et on peut entendre certaines personnes mettre beaucoup de choses sur le dos du haut potentiel. Voilà. Faut aussi comprendre le parcours de ces familles. Elles ont eu un parcours qui était compliqué pour essayer de mettre du sens sur le pourquoi, du comment leur enfant se retrouve dans cette situation. Et le jour où on leur dit « il est haut potentiel », ils se disent « ah, enfin, on a une cause, on a une raison, on a un sens dessus ». Donc non, les études ont quand même montré que le haut potentiel est plutôt une chance, que la plupart des hauts potentiels vont bien, s'adaptent au système, sont flexibles. Tous ne sont pas hypersensibles, donc les chiffres ne se retrouvent pas, donc on n'est pas forcément hypersensible quand on est haut potentiel. Par contre, c'est sûr, pour reprendre ce sujet qui est important, parce que c'est celui qui va mettre à mal finalement nos jeunes, et puis aussi les adultes qui vont accompagner les jeunes, dans le système français tel qu'il a été fait, on n'a pas été éduqué dès la maternelle à la régulation émotionnelle. Et donc, ce côté haut potentiel, certes, on mesure la partie intellectuelle, mais il y avait la partie émotionnelle également, qui n'est pas spécialement prise en compte dans le test. Et cette partie émotionnelle, qu'en fait-on? Alors oui, leur cerveau va traiter beaucoup plus d'informations aussi dans la sphère émotionnelle et affective. Et pourtant, le système actuel, et puis la société actuelle, ne nous a pas forcément éduqués à réguler ça. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à cette émission et je vous dis à très bientôt sur une nouvelle émission de Paris d'École. Merci. Merci.